C'est beau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un neuropsychologue? Ben, un neuropsychologue, c'est un peu un détective en quelque sorte. C'est d'abord un psychologue. Hein? Je fais partie de l'Ordre des psychologues du Québec et c'est une branche de la psychologie. Alors, ça fait en sorte que des fois, les gens me demandent est-ce que vous pouvez prescrire des médicaments ou prescrire un test sanguin? Non, je ne suis pas médecin. C'est vraiment une branche de la psychologie. Et quand je dis que c'est un travail de détective, c'est que nous, on cherche à comprendre la relation entre le cerveau et les comportements, comprendre ce qui se passe dans le cerveau de la personne. Et quand c'est une atteinte neurologique, comme tantôt on parlait d'un AVC ou ça peut être l'exérèse d'une tumeur, on a enlevé une tumeur dans le cerveau de quelqu'un, quelque chose comme ça, bien, nous, notre travail, c'est de voir, bon, maintenant, où sont les forces chez la personne, puis où sont les faiblesses suite à l'atteinte du cerveau. Fait que des fois, c'est des enquêtes toutes fines, comme lorsqu'on fait une évaluation pour quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien léger, puis que là, il s'est chronicisé des aspects. Alors, c'est beaucoup moins évident, c'est beaucoup plus fin comme recherche que quelqu'un qui a eu vraiment des grosses hémorragies au cerveau, puis que les symptômes sont apparents là, et observables. Fait qu'on s'intéresse à cette connexion-là entre le cerveau et les comportements. Et c'est un travail beaucoup d'évaluation. Bien comprendre pour bien orienter. Bien comprendre pour bien bâtir des plans de réadaptation. Fait que c'est pour ça qu'on va utiliser toutes sortes de moyens, justement, pour évaluer. Alors, des fois, c'est l'entrevue, une bonne entrevue avec un neuropsychologue. Celui-ci, là, avec une bonne entrevue, souvent, il est capable d'éliminer plusieurs hypothèses et de préciser des difficultés. Puis, ensuite de ça, des fois, on va, à partir de cette entrevue initiale-là, pouvoir cibler des tests, des questionnaires. Tests qui peuvent être, maintenant, avec la technologie, envoyés à domicile. Moi, depuis le début de la pandémie, que j'utilise des tests que je peux envoyer. Alors, c'est très pratique. Pour des gens qui seraient désireux de mesurer certaines fonctions dans leur cerveau, mais qui n'ont pas nécessairement l'énergie pour se rendre et attendre en quelque part, puis bon, avec les déplacements, ben, c'est une modalité qui est possible. C'est beaucoup développé dans les dernières années. L'évaluation à distance. Maintenant, il y a toujours des avantages et des inconvénients au type d'évaluation qu'on va utiliser. Donc, si j'évalue quelqu'un à distance, bien entendu, je n'ai pas tout de suite la rétroaction. Le fait d'être en présentiel, ça me donne beaucoup, beaucoup d'informations aussi. Des fois, c'est des tests papier-crayon. Des fois, ça va être d'interviewer un proche pour savoir qu'est-ce qu'on peut observer dans le quotidien de la personne. Donc, les objectifs. Monsieur, Sylvain, oui. Il y a une madame qui a son micro est ouvert, puis ça griche tellement, on ne comprend pas. Pouvez-vous le fermer? La madame semble avoir un problème. Je n'ai pas le contrôle, mais je vais aller voir si je peux. Oui, ici, c'est Jocelyne. On essaie de fermer. Daniel, essaie de fermer ton micro. Ici, c'est ça que j'essaie de faire. OK. Ou bien sinon, tu peux juste rester Salut. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. OK. Donc, qu'est-ce qu'un neuropsychologue vise comme objectif auprès des clients? Bien, oui, souvent, on est appelé pour des diagnostics. Hein? Des fois, ça va être évalué un trouble des apprentissages chez un enfant. Est-ce qu'il y a un trouble déficitaire d'attention? Voir des séquelles. Hein? Je parle d'enfants, mais c'est aussi les adultes, nos aînés. Ou voir les séquelles. Tantôt, je parlais d'un trauma au cerveau ou une autre forme d'atteinte. Ça peut être une maladie évolutive et autres. Puis on va être appelé à réévaluer la personne selon où ce qu'elle est rendue. Déterminer l'aptitude, tantôt Jocelyne a fait un peu allusion. Des fois, on a à se prononcer, est-ce que la personne est toujours apte pour décider pour elle-même, pour gérer ses biens. Et parfois même, c'est pour redonner les droits à une personne. C'est arrivé tout récemment. Donc, quelqu'un peut avoir, par exemple, un AVC,
puis momentanément, le temps de sa réadaptation, on lui a retiré des droits de gestion. Puis là, à un moment donné, oups, on stipule que maintenant, elle a retrouvé les capacités pour gérer ses finances. Fait que c'est pas toujours pour retirer des droits qu'on évalue. Des fois, c'est toujours intéressant quand on peut les redonner aussi. Même chose pour la conduite automobile. C'est beaucoup les ergothérapeutes qui vont faire ça, mais ça m'est souvent arrivé au Centre de réadaptation Estrie de travailler en collaboration avec des ergothérapeutes pour évaluer des aspects au niveau de l'autonomie et de la conduite automobile. Comprendre des changements cognitifs, comportementaux. Souvent, on est rapide pour dire que la personne a manque de motivation. C'est parce qu'elle n'est pas assez organisée, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis on accuse facilement, puis on a la gâchette facile pour attribuer tous les mots qu'une personne peut vivre sur un aspect, mais notre travail est appelé plus souvent qu'autrement à avoir plusieurs éléments qui vont contribuer à un comportement. Puis, des fois, vous le comprenez, hein, c'est la somme de toutes ces choses-là qui amène l'expression du comportement. Fait on va travailler sur différents plans. En neuropsychologie, c'est pas rare dans les entrevues qu'on va faire le tour de vos habitudes de vie. Hein, on vient voir le neuropsychologue, puis oups, il va s'intéresser, tiens donc, à votre sommeil, à votre appétit, à vos activités de loisirs, à la pratique des sports, à votre réseau social, à vos relations familiales, à ce que vous consommez en termes d'écran et tout ça. Donc, parce qu'on est au fait que différents éléments vont avoir une synergie sur votre santé. Fait aller voir un neuropsychologue, c'est pas juste passer des tests. C'est aussi faire un bon bilan, un bon tour de votre vie. Si vous vivez énormément de stress dans une relation conjugale, ben, il faut qu'on le sache. Ça va venir affecter nécessairement vos performances à nos tests si vous êtes constamment dans cet état-là de stress. Alors, puis des fois même, on va aller jusqu'à reporter certaines évaluations pour que la personne puisse, par exemple, récupérer un petit peu plus de sommeil. On va adapter nos évaluations selon les conditions des gens. Moi, quelqu'un qui m'arrive et qui est facilement fatigable, ben, moi, je ne suis pas là pour mesurer sa fatigabilité, sauf si c'est ce qui est demandé. Alors, si je veux mesurer des capacités d'attention ou de mémoire, ben, je vais m'assurer qu'on va avoir fait l'évaluation à un moment propice de la journée, puisque la personne est à son meilleur. Puis, on ne va pas surévaluer. On ne se rendra pas jusqu'à temps qu'il y ait un déclin des performances. Sinon, on est en train d'évaluer les capacités de la personne et comment est-ce qu'elle compose avec la fatigue. Fait que c'est tout le temps, c'est un travail d'équipe avec le client qui s'en vient en neuropsychologie. Oui, on est souvent présenté comme des experts, mais en réalité, vous êtes l'expert de ce que vous vivez dans votre quotidien et on a besoin d'entendre ces choses-là. Alors, moi, ça me plaît toujours quand un client arrive avec des documents ou arrive avec un proche qui la connaît bien ou qui connaît bien. Je sais que j'ai des collègues qui n'aiment pas ça, puis qui vont dire à votre conjoint ou votre conjointe, non, allez attendre dans la salle d'attente. Bien, je trouve que, moi, en tout cas, personnellement, ça a toujours enrichi mes entrevues que d'avoir de l'information qui vient d'une tierce personne. Vous savez, quand on va en évaluation en neuropsychologie, ça peut être stressant. Puis, ben, d'amener des notes ou quelqu'un, ben, ça va faire qu'on va avoir peut-être moins d'oubli sur « Ah oui, je voulais lui dire ça ou ça ». Fait que gênez-vous pas de demander si vous êtes en neuropsychologie, est-ce que je peux amener des documents, des rapports qui ont été établis avant l'évaluation? Puis renseignez-vous sur la durée de l'évaluation. Vous avez le droit de dire ce qui vous convient. C'est sûr que le neuropsychologue va être capable aussi de vous dire, bien là, dans mon horaire, avec ce que vous me demandez, bien, ça risque d'aller à telle ou telle date. Mais ça s'ajuste, ça s'adapte. C'est important que vous ayez un sentiment que vous êtes aussi en contrôle du processus, que le contexte de l'évaluation et ce qu'on cherche à faire pour vous aider vous conviennent. Bon, OK. Maintenant, rééduquer les fonctions cognitives. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, des fois, le neuropsychologue va établir qu'une personne a de la difficulté, par exemple, avec de l'attention partagée ou avec, je ne sais pas moi, le stockage en mémoire de l'information. Maintenant, on a des exercices qu'on peut, entre guillemets, prescrire, okay, qu'on va suggérer. Il existe des exercices sur ordinateur, mais il existe une panoplie d'exercices qu'on va faire dans la vie de tous les jours pour rééduquer les fonctions qui sont plus problématiques pour la personne. C'est sûr que dans le cas de la fibromyalgie, notre ennemi numéro un, ben, il y en a deux bons gros ennemis, mais ils sont interreliés. Et vous les connaissez. Hein? Ce sont le stress et la fatigue. Sachez que le cerveau est excessivement sensible au stress et à la fatigue. C'est pour ça que ces deux conditions-là, ben, on va s'en occuper quand on veut faire une bonne rééducation. Quelqu'un qui m'arrive et qui me dit « D'après moi, je fais de l'Alzheimer. Je me perds, j'oublie, je cherche mes mots. » Ben, bien avant de songer que la personne vit une démence de type Alzheimer, ben, je vais m'intéresser justement à la place du stress et à la fatigue. Et aussi à la place de la douleur dans sa vie. Parce que veut pas, composer avec des douleurs persistantes, on va y arriver dans quelques instants, ça vient saper de l'énergie cérébrale. Parce que votre cerveau, ben oui, c'est électrique. On entend beaucoup parler, on va y arriver dans quelques instants, on entend souvent parler que le cerveau, ben, c'est des échanges de neurotransmetteurs. Hein, on entend parler de dopamine, sérotonine, mélatonine, adénosine et j'en passe. Puis, mais en fait, c'est d'abord de la communication électrique dans le cerveau. L'échange d'informations, c'est des microvolts, des millièmes de volts. Hein, d'ailleurs, un cerveau, ça ne produit pas assez d'électricité pour allumer une ampoule électrique, fait qu'il n'y a personne qui est une 100 watts. Ça peut à peu près, en tout, si on accumulerait toute l'activité électrique qu'on peut retrouver dans le système nerveux, on aurait à peu près 15 watts d'activité. C'est des millièmes de volts hein, qui sont échangés dans nos connexions. Bon, bref, on revient à ce qui est à l'écran. Éliminer les comportements dysfonctionnels. Ça, c'est davantage vrai chez les gens qui ont eu des atteintes neurologiques. Quand je recevais des gens qui avaient eu une hémorragie, par exemple, dans les lobes frontaux, puis que la personne devient beaucoup plus irritable, voire agressif, bien, il y a des choses qu'on va travailler aussi avec l'équipe pour éliminer certains comportements qui sont inappropriés suite à des atteintes, à des difficultés. Puis oui, on peut effectuer un suivi psychologique parce que, comme je le mentionnais, on est d'abord des psychologues qui se sont spécialisés en neuropsychologie. Et il y a des gens comme moi qui avons les deux chapeaux parce que j'ai la certification pour l'évaluation des fonctions mentales, donc pour être neuropsychologue, puis j'ai la certification pour la psychothérapie et faire du suivi en psychothérapie. Bon, mais quand on parle de fibromyalgie, il faut toujours parler d'un travail d'équipe. Je fais souvent référence au centre de réadaptation parce que c'est dans ce domaine-là que j'ai œuvré. Puis là, oui, je suis dans une clinique privée, mais on travaille toujours en équipe. Le médecin est vraiment dans la tour de contrôle, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que malheureusement, la fibromyalgie est encore quelque chose qui est, je pourrais dire, un petit peu mal compris. Puis pas juste par le public, par beaucoup de professionnels aussi dans le domaine de la santé. Et il y a plusieurs symptômes de fibromyalgie qui sont partagés avec d'autres conditions médicales. Et il y a une espèce de diagnostic différentiel. C'est un grand terme pour dire, bien, il faut distinguer est-ce la fibromyalgie ou est-ce une autre condition. Oui, c'est en anglais ici. Donc, on peut confondre la fibromyalgie avec plusieurs formes de maladies rhumatoïdes et on en a ici. Puis aussi avec la fatigue chronique ou même parfois des symptômes de COVID longue. Alors, il y a des choses qui sont à distinguer. Et ce n'est pas exclu qu'une personne ait plus d'une condition médicale. Il y a des gens, peut-être même, qui m'écoutent, qui ont la fibromyalgie, puis qui ont aussi
des symptômes de COVID long. Hein? Alors, il faut savoir qu'est-ce qui relève de quoi pour bien accompagner. Puis une petite statistique ici, c'est sûr que ça date de 97, là, mais c'est quand même, on parle de millions de personnes qui ont des symptômes de fibromyalgie. OK? 3 à 6 millions aux États-Unis. Puis ça touche essentiellement beaucoup les femmes. C'est peut-être pas les données québécoises, j'ai malheureusement pas sous la main. Donc, on va parler un petit peu du système nerveux, du cerveau. Probablement que vous pouvez voir mon pointeur. Alors, le système nerveux central, ben, c'est ce qui est dans votre boîte crânienne puis ce qui descend dans votre dos. Hein? C'est la moelle épinière, c'est le cerveau. C'est ce qu'on appelle le système nerveux central. Le système périphérique, ben, c'est ce qui est à l'extérieur de ça. C'est ce qui va jusqu'au bout de vos ongles d'orteil, jusque dans vos doigts. Il y a la partie somatique, qui est le contrôle de vos muscles. La partie somatique, il ne faut pas confondre ça avec somatisation. Ça vient vraiment, c'est la branche du contrôle volontaire. Quand vous activez un muscle, c'est volontaire. On ne parle pas ici des réflexes, des mouvements réflexes, qui, eux, vont plus être dans la branche autonome. Dans le système nerveux autonome, ça le dit, on n'a pas à y penser. Ici, il n'y a personne qui pense en ce moment à sa respiration puis à faire battre son cœur. Ça se fait de façon autonome ou à réguler la température de ses mains ou des choses comme ça. Ce sont tous là des systèmes autonomes. Dans le système nerveux autonome, il y a comme deux branches. Il y a le système nerveux sympathique. Lui, c'est un petit peu la pédale de gaz, la pédale d'essence dans votre voiture. C'est l'accélérateur, en quelque sorte. Puis, on a le système nerveux parasympathique, qui est plus votre pédale de frein. C'est l'image que je vais vous donner comme ça, pour qu'on se comprenne. Puisque, on va le voir dans quelques instants, dans la condition de la fibromyalgie, on va beaucoup s'intéresser à être capable d'activer le système nerveux parasympathique et en quelque sorte de retrouver surtout un équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Tout le monde ici a probablement déjà vu un chevreuil. Hein? Et bon, qu'est-ce qui arrive si un chevreuil il est en train, par exemple, de brouter dans un champ, puis il entend un bruit à l'orée du bois? Bien, c'est son système nerveux sympathique qui va s'activer. Parce que là, il va tomber aux aguets. Il va arrêter de brouter, sa digestion arrête, ses oreilles se relèvent, puis là, il tombe en mode radar, détection. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a une menace à ma sécurité, à ma survie? Le système nerveux sympathique nous aide à la survie. Puis là, s'il se rend compte que c'était, ben, dans le fond, c'était juste une branche qui est tombée, puis c'est ça qui a fait le bruit, bon, ben, un chevreuil bien équilibré, il va retomber dans son système nerveux parasympathique pour poursuivre sa digestion, continuer à s'alimenter. Parce que si un des deux systèmes colle, entre guillemets, s'il reste sur la pédale de gaz, le système nerveux sympathique, puis qu'il reste juste aux aguets prêt à fuir, ben, il va mourir de faim, notre pauvre chevreuil. Puis, si c'est la pédale de frein qui est trop collée, puis qui est trop relax en train de brouter, ben, il va se faire manger. OK? Donc, vous comprenez l'importance de rapidement être capable de se promener entre ces deux branches-là, entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Ici, on voit qu'est-ce que les branches contrôlent. Hein? Et on va voir dans quelques instants que le système nerveux sympathique contrôle aussi, il est connecté à votre tissu musculaire et aux tendons. Là, je vais juste aller voir s'il y a des questions rapidement, parce que j'avais comme... oui. Sylvain, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, on a une question de Mélanie qui dit, oui. Est-ce qu'un neuro peut diagnostiquer la COVID longue? En fait, la COVID longue n'est pas diagnostiquée par les neuropsychologues. Sauf que dans nos cliniques au Québec, on est en train de monter pour la COVID longue. Le neuropsychologue va faire partie des professionnels qui vont assister pour les plans de réadaptation.
OK? C'est malheureusement pas toutes les régions qui vont y avoir accès, mais j'ai, par exemple, une de mes collègues qui va faire partie de l'équipe, qui est déjà dans l'équipe COVID longue, ici pour l'Estrie. Mais ce n'est pas le neuropsychologue qui fait le diagnostic, ça reste votre médecin. Pourquoi c'est important que ce soit le médecin aussi qui soit en charge de ce diagnostic-là? C'est aussi pour des questions d'indemnisation et d'assurance. Notre système d'assurance est uniquement basé sur des avis, essentiellement basé sur des avis médicaux. Donc, c'est très important que ce soit votre médecin qui stipule si une persistance de symptômes suite à une infection à la COVID. C'est sûr que nous, par contre, on va évaluer certains aspects. Les gens qui nous arrivent et qui disent « j'ai un brain fog », c'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu, l'esprit embrumé, puis que ça persiste dans le temps, puis là, la personne a dit « je suis plus capable de réfléchir, je suis plus capable de prêter attention », on est capable d'aller mesurer des aspects à ce niveau-là. Puis prendre des mesures pré-post-traitement, ça, c'est aussi intéressant, je n'ai pas parlé tantôt, mais c'est pas rare qu'un neuropsychologue va prendre une photo, entre guillemets, une image de vos capacités actuelles, on va mettre en place un traitement et on va être capable, après ça, de remesurer la progression. J'espère que ça répond. OK. Ah, là, je la vois, la discussion. Excusez-moi. Est-ce que tu veux répondre à une autre question? Oui, on peut y aller. Oui, je les vois ici. Il y a des personnes qui veulent savoir s'ils vont avoir accès au PowerPoint. Ah oui, je peux vous l'envoyer. Mais vous allez voir à la fin, il y a des petites images plus drôles. Là, c'est de l'humour, OK? Bon, ce n'est pas un conseil, c'est de l'humour. OK. Bon. Alors, oui, notre système nerveux sympathique, notre fameuse pédale de gaz que je vous expliquais tantôt, bien, elle est reliée à vos muscles. Hein, parce que je vous ai dit, c'est un système nerveux qui aide aussi à votre survie, puis à vos tendons. Puis, par exemple, quand vous recevez le petit coup de maillet là, en bas de la rotule, ben, c'est du fuseau musculaire qui est connecté à votre système nerveux qui reçoit le signal. Puis, dans le muscle, le fuseau musculaire, son travail, c'est de mesurer, c'est de détecter l'étirement. C'est très important cet aspect-là. Parce que c'est pour ça qu'il y a des recommandations que je vais discuter tantôt qui ont un lien avec l'étirement, avec calmer le système nerveux. Tout est interrelié. Alors, on a une partie autonome dans votre cerveau qui est là pour votre survie, qui est connectée à toutes les fibres de votre corps si vous avez besoin de fuir, de combattre, d'éviter un danger. Puis, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Hein? Si vous voyez une menace se précipiter vers vous, vous allez vous tasser. Vous ne direz pas « Ah, je devrais avoir une inclinaison de tant de degrés en tournant mon bassin, ça va se faire ça. » Alors oui, les muscle spindles, c'est ça, les fuseaux musculaires. La partie du système nerveux qui est connectée aux muscles, c'est après les muscle spindles, après les fuseaux musculaires qu'on voit ici, là, dans l'image. Donc oui, vous allez avoir les PowerPoint. Maintenant, donc, qu'est-ce que ça peut amener un système nerveux sympathique qui a été suractivé, qui a vraiment amené des tensions importantes à différents endroits? Bien, ça fait vos points de douleur, des raideurs, de la fatigue, des problèmes d'équilibre, hein, parce que sur le plan cervical, bien, ça peut amener des étourdissements, des difficultés proprioceptives là, de se situer dans l'espace, des problèmes de sommeil, de mémoire et la fameuse pensée dans la brume, le brain fog. Fait que ça, c'est des symptômes les plus communs, en quelque sorte. S'explique tout en grande partie par cette réaction du système nerveux sympathique qui est en déséquilibre. Hein. On repense tantôt à notre petite image, là, si je reviens ici, là, qui est en déséquilibre. Il faut être capable de pivoter d'un côté à l'autre rapidement. Donc, on reparle de l'origine des douleurs, des problèmes d'équilibre,
tout ça. Maintenant, notre système nerveux, ben, il est aussi impacté par nos émotions. Et ça, je vous apprends rien là-dessus. Alors, par exemple, ça, c'est une étude qui démontre que les gens qui sont en colère de façon importante, qui ont une colère importante en dedans d'eux, puis en passant, à quoi sert la colère, l'émotion de la colère? Ben, c'est une émotion qui nous livre un message. Hein? Toutes les émotions sont porteuses d'un message. La colère, c'est là pour nous dire qu'il y a quelque chose d'important pour soi qui n'a pas été respecté, qui a été enfreint. Bref, on revient ici à l'explication. Donc, les gens qui sont régulièrement en colère, on se rend compte dans l'étude que la perception de la douleur en est amplifiée. Ça vient mettre une loupe sur la sensation de la douleur. C'est pour ça que la gestion des émotions, c'est quelque chose qu'on va souvent aborder dans la fibromyalgie. Est-ce qu'il y a un lien entre traumatisme et fibromyalgie? Un lien, là, j'ai de le dire, hein, j'ai livré le punch un peu entre les émotions et fibromyalgie. Oui, entre autres. Puis quand que je parle de traumatisme, je ne parle pas nécessairement toujours des gros traumatismes. Dans notre vie, on a aussi des traumatismes avec des T minuscules, pas toujours des T majuscules. Et souvent, les gens ont tendance, vu que ce sont des micro-agressions, des traumatismes avec des T minuscules, à les encaisser, à les banaliser, à se dire, bon, c'est pas grave, etc. Mais ça a un effet de charge sur la personne aussi. Et je vous suggère 2 excellents livres. Il y en a d'autres, OK? Il y a d'autres auteurs, mais les gens qui seraient intéressés à faire une lecture sur l'incidence des traumatismes sur leur corps, ben, ici, on a 2 personnes fort intéressantes. Alice Miller, c'est la pionnière. Je veux dire, c'est un classique, OK? Vous allez adorer ça. Gabor Maté, c'est un médecin canadien, en passant, qui habite en Colombie-Britannique, mais qui a écrit 5 best-sellers en passant. Et il a fait beaucoup de balados, puis des podcasts, puis pas des podcasts, des vidéos sur YouTube. Fait que si jamais, moi, ma concentration ne me permet pas de faire une longue lecture, bien, vous pouvez faire des petites lectures, mais vous pouvez aussi aller le voir, là, Gabor Maté, sur YouTube ou écouter un balado. C'est très intéressant. Bon. Donc, tantôt, je disais que c'est en grande partie une perturbation du système nerveux autonome qui a de la difficulté à se promener entre son système sympathique et parasympathique. C'est un peu comme si la pédale de gaz était sursollicitée, ce qui crée des tensions, des douleurs, de l'épuisement, etc. La stratégie numéro 1 que tous mes clients, même ceux qui n'ont pas la fibromyalgie, puis qui ont même 6 ans qui est en montant, on commence par la cohérence cardiaque. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu un atelier sur la cohérence cardiaque, mais moi, quand je suis arrivé en 2002 au Centre de réadaptation Estrie, j'ai dit « Hey gang, il faut implanter de la cohérence cardiaque partout. » Donc, c'est très, très simple. Vous n'avez pas besoin de haute technologie. C'est sûr qu'il y a des appareils pour ça, mais je vais vous montrer une technique tantôt, toute simple. N'importe qui a une horloge avec une petite aiguille qui check les secondes, on peut faire de la cohérence cardiaque. Ou avec les appareils de téléphone intelligents, on peut aller chercher des applications aussi. On a l'activité physique qui va grandement aider. D'ailleurs, ça fait partie des premières recommandations. Quand on pratique une activité physique respectueuse de sa personne, à l'intérieur de nos capacités, puis qu'on ne dépasse pas justement 80% de ce qu'on est capable de faire dans cette activité-là, on n'est pas en train de déclencher une réponse de stress. C'est pour ça que j'ai écrit « sous la réponse de stress ». Et les bienfaits vont amener, après un certain temps, le relâchement d'un autre neurotransmetteur que vous connaissez, l'endorphine, hein, entre autres. Et si vous allez faire de l'activité physique à l'extérieur, bien, vous allez aussi stimuler la production de la mélatonine,
qui est un des deux mécanismes pour le sommeil. Hein, parce que pour votre sommeil, il y a deux moteurs qui vous aident à vous endormir et à rester endormi. La mélatonine, c'en est un des deux, très important. On peut faire aussi du biofeedback. Tantôt, dans la présentation, on a dit que oui, depuis 2008, que je suis membre de la BCIA, que je fais du biofeedback, du neurofeedback, que j'apprécie, que je suis capable de... Je fais la lecture, l'appréciation clinique d'électroencéphalogrammes quantitatifs pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau des gens. Et le neurofeedback, ben, rapidement, c'est on vous aide à voir ce qui se passe dans votre cerveau pour que vous appreniez à calmer certaines régions de votre cerveau. Hein? Donc, par exemple, il peut y avoir une région dans votre cerveau qui est suractivée. Alors là, oups, je vois, il y a des questions, j'y arrive. Et là, on est capable de voir le cerveau en 3 dimensions, de voir certaines régions qui sont hyperactivées, voir quelles fréquences dans le cerveau sont en excès ou en carence, puis bâtir des plans de réadaptation là-dessus. C'est un petit peu ça. Mais je ne suis pas ici pour faire la promotion d'un de mes services, là. Il y a des cliniques qui en font aussi ailleurs, tout ça. Discussion. Oui, le tai chi, oui. Ah, des hyper-réflexes, oui, là, on le comprend. Avec le système nerveux, comment est-ce qu'il peut y avoir aussi de l'hypersensibilité. Puis parfois même de l'hyposensibilité quand le système nerveux est en épuisement. Le tai chi, oui, je ne l'ai peut-être pas écrit, mais c'est tellement complet. En tout cas, bravo, merci pour le commentaire. Donc, réhabiliter le système endocrinien. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quelqu'un qui est en réponse de stress prolongé, on le voit ici, il y a des éléments dans votre système hormonal qui vont être surproduits. Hein? Le glucocortisol en haut de vos reins, vos glandes surrénales, produit du glucocortisol qui est l'hormone de stress. Mais trop de glucocortisol, ça a le potentiel. Je vais y revenir à ça aussi. Le trop de glucocortisol, trop longtemps, ça a le potentiel de débalancer d'autres hormones dans votre corps. Puis, les hormones, là, ça voyage dans votre réseau sanguin, puis ça monte dans votre cerveau. Pour la très grande majorité des hormones passent par le cerveau aussi, qui vont franchir la barrière hémo-encéphalique. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser au système endocrinien, parce que quelqu'un qui est en état de stress trop longtemps, ça peut débalancer d'autres éléments hormonaux qui, eux, à leur tour, vont amener d'autres problèmes. Fait qu'on va s'intéresser avec un bon bilan sanguin à vos hormones. C'est comme ça. Le sommeil, hyper important. Le sommeil, c'est quelque chose de mal aimé dans notre société. Comme si, pour certains, c'était un peu une perte de temps, mais il faut l'apprécier, le sommeil, puis il ne faut pas le combattre, notre état de fatigue. Tantôt, je parlais qu'il y a 2 mécanismes pour votre sommeil. Bien, à la minute que vous êtes réveillé, vous commencez à produire de l'adénosine, un autre neurotransmetteur qui, lui, va s'accumuler tout au long de votre journée pour vous amener à sombrer dans le sommeil et à rester endormi. Puis la seule façon de réduire la quantité d'adénosine dans votre système, c'est en dormant. Sauf qu'il y a des gens qui, avec les douleurs, ils n'ont pas un sommeil qui est très réparateur. Fait qu'il faut s'intéresser aussi à la qualité du sommeil. Il y a des gens, quand je parlais de conditions associées, qui peuvent faire de l'apnée ou de l'hypopnée ou de l'impatience aux jambes, ou juste plusieurs micro-éveils à cause des douleurs. Puis le fait d'être statique dans le lit amène la production des inconforts. Okay? Fait qu'il faut s'intéresser au sommeil, puis on ne peut pas négocier avec ça. On ne peut pas dire « je vais bien finir par dormir ». Si ça fait trop longtemps que vous dormez mal, posez la question « qu'est-ce qui peut être fait ?» Il y en a des moyens, vous n'avez pas à rester aux prises avec ça. Le sommeil, quand on tombe en stade de sommeil profond, puis surtout dans la deuxième partie de votre nuit, c'est là que votre cerveau se répare, se restaure, refait ses forces, tout au long de la nuit, mais surtout dans la deuxième portion de la nuit.
surtout dans les cycles de sommeil profond. Fait que ça, c'est un aspect, là, je pourrais passer 1 heure juste à parler du sommeil. Mais bon, je me dépêche, je vois le temps filer, je vous avais dit 45 minutes. Le microbiote, deuxième cerveau, hein, on en entend beaucoup parler. Votre santé intestinale est super importante aussi pour votre énergie, puis aussi pour votre concentration, puis votre fonctionnement cérébral. 85%, je fais un chiffron là, à peu près 85% des neurotransmetteurs que vous avez besoin dans votre cerveau sont produits dans vos intestins. C'est super important, votre santé intestinale, pour que votre cerveau soit bien soutenu. Donc, la nutrition, hein, il y a un lien avec ça aussi. Oui, cannabis médical. Quelqu'un qui est en douleur depuis très longtemps, là, son système endocannabinoïde dans son corps, parce que oui, vous produisez du cannabis naturel partout dans votre corps, son système endocannabinoïde qui a combattu la douleur, il s'épuise. Puis pour beaucoup de gens, d'aller prendre du cannabis médical, c'est un peu comme du remplacement. Ça a beaucoup de bienfaits. Aussi pour le sommeil. Mais là, il faut aller chercher les bonnes souches, les bonnes terpènes, le bon dosage, les bons ratios. Fait qu'on ne s'improvise pas là-dedans, on ne s'en va pas à SQDC comme ça. C'est-à-dire, Sylvain il a écrit cannabis, on s'en va chercher du cannabis. Ça mérite d'être accompagné, okay, par rapport à cet aspect-là. La naturopathie pour les suppléments aussi. Il y a des gens que pour mieux dormir, ah tiens, un petit supplément de magnésium, ça va faire. Hein? Ça peut être suffisant. Mais donc, on peut aussi aborder ça avec la naturopathie. Puis pour le sommeil, oui, je veux juste faire un clin d'œil aux commentaires, la massothérapie. Mais la massothérapie, c'est un domaine qui est vaste. On doit s'intéresser à ce qui est en douceur. Il y a des massothérapeutes qui s'intéressent au fascia, qui est une petite fine couche là, qui enrobe les fameux muscles là, qui sont tendus. Fait qu'on veut des étirements en douceur pour comme un peu lubrifier l'endroit qui va être massé. Alors, c'est le mot d'ordre. Il ne faut pas que ça soit une agression. Si ça devient une agression, oups, votre cerveau décode ça comme une menace, surrénal produit du stress, oups, on retombe dans le système nerveux sympathique. La médication, moi, je ne suis pas pro, je ne suis pas contre la médication. Je n'ai pas de position. OK? C'est du cas par cas. Et si vous avez essayé un médicament et ça ne vous fait pas, n'ayez pas peur d'en parler à votre médecin. Il y a plein d'options. Si je vais juste voir, regardez tout ce qui existe comme traitement avec les recherches là, qui démontrent qu'est-ce qui est efficace ou pas. Il existe beaucoup de médicaments sur le marché pour la fibromyalgie. Puis des fois, on va avoir une médication pour des symptômes secondaires. Donc, c'est pas rare que quelqu'un peut avoir 2, 3 traitements pharmacologiques. Oups. La méditation pleine conscience, d'apprendre d'être dans le moment présent, ça va vous aider aussi peut-être à diminuer certains états de stress. Avoir une pratique de spiritualité. Donc, d'être capable de, puis là, je ne parle pas de religion, d'être capable de réfléchir au sens de notre vie, puis de reconnaître que notre existence a sa pleine valeur, que l'on ait des limitations plus ou moins grandes. Votre importance, votre valeur n'est pas associée à ce que vous êtes capable d'accomplir au courant d'une journée. Votre valeur, elle est associée au simple fait d'exister. Puis quand on cultive sa spiritualité, ben, on apprend aussi à prendre soin de soi, mais aussi à prendre soin de notre entourage. Donc, et c'est un modérateur de stress important. Dans les années 80, un chercheur, Dr. Mellon, s'est intéressé à la spiritualité et à la douleur. Puis j'ai utilisé de ces tests. Moi, on savait des gens avec des gens qui ont des amputations, des grands brûlés, quoi que ce soit. Puis je voyais des fois des gens faire preuve d'une très grande résilience face à leurs difficultés. Puis, ah tiens, je sortais mon test de Mellon, je regardais le niveau de spiritualité.
OK? Mais il faut que ça puisse être reçu et validé. OK? Donc, et chaque réalité est propre, là. Tu sais, on ne va pas minimiser parce que telle personne, c'est ça qui lui est arrivé, puis l'autre, c'est donc bien pire. On ne compare pas. Voilà. Donc, il y a des groupes de soutien, comme vous faites partie de l'association de la fibromyalgie de l'Estrie et même de Laval, bien bravo. Bravo la gang de Laval en passant. J'ai entendu aussi un autre congrès que vous aviez fait il y a quelques années, là, avant la pandémie. C'était très intéressant. Donc, mettre et respecter ses limites, apprendre à dire non. C'est aussi une façon de diminuer la présence du stress dans notre vie. L'approche marathon, ça veut dire quoi? C'est que quand on se lève le matin, c'est beaucoup plus là qu'on doit évaluer nos capacités qui s'offrent à soi pour la journée. Parce que ça va varier d'une journée à l'autre, ça va varier selon plein de facteurs. Donc, ça ne sert à rien de faire des listes la veille, là. Le pacing, c'est, OK, j'évalue ma condition ce matin, comment je suis. Voilà, ma journée, ça va être un marathon. Je dois avoir de l'énergie que je vais étirer. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour moi dans ma journée avec cette énergie-là, sans oublier qu'il faut qu'il y ait une partie plaisante là, dans ma journée. Là. Quand je parle de tâches, là, c'est pas juste des corvées. Là. Okay? Il faut penser à soi aussi là-dedans, puis qu'il y ait du plaisir, du social, toutes sortes de choses. Des moments pour sentir qu'on s'épanouit. La photobiomodulation. Bon, pour l'énergie, on peut nourrir les mitochondries. Et juste ça, je pourrais aussi prendre une autre heure parce que j'ai fait le congrès international, le premier congrès international de photobiomodulation l'année passée. Là. Donc, je pourrais vous en parler longuement. Grosso modo, l'énergie dans votre corps, vous allez dire, oui, c'est chacune de mes cellules, mais dans chacune de vos cellules, vous avez des milliers de mitochondries qui sont comme des petites usines à énergie. Puis, elles répondent très bien à la lumière infrarouge. Pas n'importe quel spectre lumineux, quand on veut nourrir, par exemple, les mitochondries du cerveau versus au niveau du corps, c'est autre chose. Alors, mais je vais juste vous dire qu'il y a des belles données là-dessus qui sont en émergence. L'acupuncture, ça, je ne connais pas ça, le Calmar Scrambler Therapy, j'ai vu ça passer, mais bon, il semblerait que c'est pour aider la douleur, mais il y a aussi les aiguilles sèches et autres, puis plein d'autres choses que j'ai oubliées que vous, puis qui ne rentraient plus dans la page, mais que j'ai peut-être oublié. Là, tantôt, on parlait du tai chi. Voilà. Donc, juste revenir ici. Si j'ai plus de médecin de famille pour le suivi, à quel professionnel me conseillez-vous pour m'adresser? Si je suis sur une liste, mais pas de nouvelles. Ah, OK, ben c'est la réponse. Ah, mon Dieu. Ben, en fait, il y a des gens qui, malheureusement, vont devoir aller avec des traitements symptômes par symptômes. Là, ils vont aller à l'urgence, ils vont aller à du rendez-vous à leur clinique. Ça ne sera pas une prise en charge globale, malheureusement, dans ce temps-là. C'est une tristesse importante. Il y a des gens qui ont les moyens d'aller vers le privé, médecin privé. Il y a aussi des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient accès à des conseils médicaux, à des services médicaux via leur police d'assurance. Alors, je vous encourage à aller vérifier ça. Moi, l'année passée, j'ai eu deux personnes qui étaient étudiantes à l'université, pas de médecin de famille. Oh, mais tu payes une cotisation pour ton université. Puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient accès à infirmières et médecins. Bon, ça, c'est pour ceux-là, mais dans votre cas, vérifiez avec vos polices d'assurance aussi. Oui, les références pour la clinique de la douleur, tout à fait. Le yoga, oui, mais encore là, le yoga, c'est comme la massothérapie. C'est vaste. Puis le mot d'ordre, c'est dans le respect de vos capacités, parce que c'est un bel exercice pour la souplesse, les étirements. Est-ce vrai que la fibromyalgie détruit une partie du cerveau? Si oui, laquelle? Est-ce vrai qu'on peut compenser? En fait, trop de glucocortisol, cette fameuse hormone-là produite par les surrénales, une petite shot de glucocortisol, là,
ben, ça aide au cerveau à être focus. C'est pas mauvais. Mais trop de glucocortisol, ah oui, là, le cerveau n'aime pas ça. Puis spécialement deux régions dans le cerveau. Les lobes frontaux n'aiment pas baigner dans le glucocortisol, donc tout ce qui est planification, organisation, gestion des émotions, souplesse mentale peuvent en être affectés. Et les hippocampes, je ne parle pas des petits animaux marins, mais de petites structures dans votre cerveau qui servent à mémoriser. Puis les hippocampes, s'ils reçoivent trop de glucocortisol, ils ont de la difficulté, ils vont souffrir. Est-ce que ça détruit? En fait, est-ce que je suis là pour vous faire peur? Non, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais on voit que dans les cas prolongés, où il y a trop de glucocortisol, il y a une atrophie des hippocampes. Pour qu'une structure dans le cerveau rapetisse, ça veut dire qu'il y a eu de la mort cellulaire. Okay? Est-ce que c'est réversible? Justement, les hippocampes, c'est l'endroit dans le cerveau qui a le plus de cellules souches qui naissent. Et donc, il y a une certaine réversibilité qui est possible. Encore là, il faut que l'entraînement soit régulier et spécifique dans un contexte qui le favorise. Alors, quelqu'un qui fait des exercices pour stimuler son cerveau, mais qui fait zéro activité physique, les cellules souches ne vont pas nécessairement virer vers des bébés neurones. Okay? Ils peuvent devenir des cellules de soutien. Ça prend vraiment un entraînement spécifique, fréquent, ciblé, dans un contexte où la personne pratique un peu d'activité sportive régulière. Ça n'a pas besoin d'être intense, là. Et là, ça va favoriser cette récupération-là. Oups, attendez. Donc, ouais, c'est ça. Cohérence cardiaque, je vous avais dit que j'en parlerai rapidement. Donc, si j'arrête le partage 2 secondes, puis vous me voyez, ça se peut de me voir. Bien, tout le monde, là, la plupart des gens, on a accès à une horloge et on est capable de compter nos secondes. Chez l'adulte, pour calmer le système nerveux, on parle d'à peu près 6 respirations par minute. Et l'idéal, c'est d'aller chercher 4 secondes d'inspiration puis 6 secondes d'expiration. Fait que vous regardez votre trotteuse, puis pendant 4 secondes, vous inspirez, sans effort. Je ne veux pas voir les épaules monter. C'est sans effort, le ventre peut se gonfler, se dégonfler. Et on devrait aussi donner 6 secondes d'expiration. Pourquoi plus de temps à l'expiration? Parce que quand on a un cœur en santé, notre cœur, il accélère un petit peu quand on inspire, puis il ralentit quand on expire. C'est tout petit comme changement. Et si vous mettez plus d'emphase, plus de temps sur l'expiration, OK, je retourne ici. Non, c'est là que je vais aller. OK. Si je mets plus d'emphase sur l'expiration, eh bien, vous êtes en train de dire à votre cœur, ben, continuez à ralentir, continuez à te calmer. Et voilà. Fait on veut 3 à 5 minutes de respiration comme ça, à suivre un rythme de 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Puis, si vous avez fait un bon travail, ben, il y en a beaucoup qui vont se mettre à bâiller en finissant ça. Si vous bâillez, good job, bravo. Alors, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider. Donc, on parle tantôt de psychothérapie, cannabis, le sommeil, la photobiomodulation. J'ai mis une petite image pour le cerveau. Oui, on envoie un spectre lumineux par intranasal parce que la paroi de l'os, elle est très mince. Ça permet d'envoyer une lumière jusqu'au cerveau. On peut l'envoyer aussi par d'autres ampoules LED là, qui sont régulées pour ça. On parlait de tai chi, de yoga, la natation, très bénéfique, très complet aussi. La kinésiologie. Donc, allez voir un kinésiologue, comme on a ici à la clinique soins urbains, qui va vous accompagner, qui va travailler différents aspects avec vous, c'est souhaité. Fait que vous avez une petite photo du gym ici. La méditation, oui, ça fait beaucoup de bien. Pour la concentration, vous savez, il y a une étude sur, tantôt quelqu'un me posait une question, est-ce qu'on peut améliorer les fonctions mentales? Est-ce qu'il y a une réversibilité? Bien, il y a un lien entre méditation et concentration qui est vraiment pas négligeable. Encore une fois, pour calmer le système nerveux, puis activer la branche parasympathique. Donc,
C'est une question que je vous pose, mais que vous avez à vous répondre. Quels sont, vos ingrédients pour votre mieux-être? Quelle est votre recette? Parce que toute bonne recette contient plusieurs ingrédients. Merci pour votre attention. Alors, je remets la parole. Merci beaucoup, Sylvain. On a beaucoup de personnes qui ont des questions en attente. Oui. On a Nathalie Nadeau qui a une question. Est-ce que Nathalie, tu veux nous ouvrir ton micro et poser ta question? Oui, je voulais savoir, je voulais juste que tu me répètes, c'est 4 inspirations, 6 inspirations? En fait, c'est des secondes. OK. Oui, c'est 4 secondes pour inspirer. Puis, si vos poumons sont remplis après 3 secondes, là, c'est pas grave, là. Essayez pas de rentrer plus d'air, là, OK? Fait que vous faites juste attendre. Faites juste attendre. Puis après ça, vous repartez 6 secondes pour expirer. Et n'oubliez pas d'impliquer votre ventre. 30% du volume de vos poumons sont en lien avec votre diaphragme. Vos lobes inférieurs de vos poumons, c'est votre diaphragme qui contrôle ça. OK. Merci, Sylvain. On a José qui a une question. José, est-ce que tu veux ouvrir ton micro? Oui, José. Oui, excusez, j'essayais de peser sur mon piton. Je voulais juste savoir, la présentation qu'il y a eu ce soir, là, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à, par après ou ça finit, ou c'était seulement live puis that's it? Il n'y a pas eu d'enregistrement ce soir. Ah, OK, parce que c'est tellement intéressant à réécouter pour ne pas avoir manqué justement des choses, là. On n'a pas réussi à enregistrer. Il se passait trop de choses en même temps. On n'a pas réussi. OK. Désolée. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Mais vous allez avoir le PowerPoint. Merci. Pour la question du PowerPoint, je vais le dire tout de suite. Ceux qui veulent le PowerPoint, je vous propose de nous le demander directement à l'association en nous écrivant. Parce qu'ici, on voit vos prénoms, mais on n'est pas capable de deviner qui est présent. On connaît certaines personnes, mais pas tout le monde. Fait qu'on vous propose de nous écrire à l'association, puis on va pouvoir vous l'envoyer. Ensuite, il y a Patricia qui a une question. Patricia? Merci. Pour revenir à la cohérence cardiaque, entre les inspirations et expirations, est-ce qu'il y a un moment d'attente? Bien, en fait, c'est ça que, selon les écoles, il y a des gens qui disent on va faire une boîte, là, où on inspire, on a un temps d'attente, puis un temps d'expiration. Mais moi, quand je branche les gens pour voir comment est-ce qu'ils respirent et la réponse du système nerveux, je me rends compte qu'on peut mettre ça simple, simple, simple. OK? Fait que c'est pour ça que le ratio 4-6, puis chez nos enfants, c'est 4-5, là, c'est ce qui va répondre à la plus grande partie de la population. Parce que quand on demande aux gens de retenir leur respiration, leur souffle avant d'expirer, ça peut être un micro-stresseur pour le corps. Fait il y en a qui disent « Ouais, mais je fais ce qu'on me demande, je fais de cette fameuse boîte-là, puis j'arrive pas, quand je les mesure, j'arrive pas à être dans le vert, j'arrive pas à faire ma cohérence. » Puis là, on lâche cette section-là, puis oh, tiens, OK. Donc, pour cette personne-là, c'est un stress. Donc, c'est pas mur à mur. Il y en a que ça peut être bon, d'autres non. Merci, Sylvain. On a René qui a une question. René? Oui. Ben moi, j'ai plus de médecin de famille. Je suis en invalidité. Les 2 derniers médecins que j'ai rencontrés, ils ont ri de moi. On m'a garoché mon papier d'invalidité par la tête. Si je voudrais aller à votre clinique, comment que je peux faire? J'aimerais beaucoup. J'ai multi-symptômes. Je comprends plus rien. J'ai de la brume. J'ai beaucoup d'anxiété. Beaucoup de difficultés avec mes émotions, tout mon physique, j'ai plus de force, je suis épuisée. Et votre médecin n'a pas fait de référence soit en clinique de douleur ou en centre de réadaptation? Jamais. OK.
c'est que ici, à la clinique soins urbains, on n'est pas une clinique spécialisée en fibromyalgie. En quelque sorte, on en a. On reçoit des gens pour des entraînements spécifiques. Et les 2 médecins qui commencent avec nous là, incessamment, ce sont des médecins en clinique sportive. Donc, c'est une bonne question. Je pourrais me renseigner auprès des copropriétaires ici. Est-ce qu'il y a un volet, vu qu'on reçoit l'Association de la fibromyalgie de l'Estrie pour des entraînements, est-ce qu'il y a un volet soutien médical qui peut être aussi développé dans la clinique? Sinon, pour revenir à vous, il va falloir vraiment que vous trouviez un accès peut-être par l'urgence. C'est tellement ce que j'aime pas recommander parce qu'on est supposé passer par Clic Santé. Ouais. Ils nous envoient chez nous après 12 heures d'attente. Puis c'est tout le temps. Il n'y a personne qui prend ça au sérieux. Puis moi, j'ai l'impression que je suis en train de virer folle. Oui, toutes les conditions que les gens, c'est pas apparent parce que vous n'êtes pas en fauteuil roulant, puis vous n'avez pas un bandeau tout le tour de la tête, puis des membres dans le cloud. Tu sais, c'est toute ma clientèle qui vit quelque chose de plus d'ordre neurologique sont souvent aux prises avec l'incompréhension, même de leurs proches. Mais pour revenir à vous, là, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais avez-vous des services avec le CLSC? Parce que peut-être qu'un intervenant de votre CLSC pourrait vous faire voir un médecin de l'établissement. Tu sais, est-ce qu'il y a moyen de passer par un autre professionnel qui est dans votre secteur, dans le réseau de la santé? Des fois, c'est des petits détours comme ça qu'on réussit à faire. J'ai présentement quelqu'un qui vient me voir une fois par mois, mais ça n'a jamais été offert, puis ça n'a jamais été parlé, là. Bon, bien, renseignez-vous si êtes-vous dans quelle région vous êtes? Quatico. OK. Bon, bien, au Centre de réadaptation Estrie, il y a aussi le programme adulte qu'on appelle. Donc, c'est un programme où les gens qui ont toutes sortes de conditions limitantes vont être pris en charge. C'est sûr que les listes d'attente sont importantes, mais dans le programme adulte, il y a des médecins qui collaborent. Je ne sais pas si vous pourriez remplir le formulaire de demande de service sur le site Internet du CRE, Centre de réadaptation Estrie, pour être vu par le programme adulte. J'essaie vraiment de vous trouver une façon de rentrer en quelque part. J'ai pas trop compris. Oui, c'était du jargon un peu d'établissement, mais peut-être que Jocelyne, est-ce que... Ouais, ce qu'on peut faire, René, je propose que Camilla t'appelle pour essayer de voir une piste de solution avec toi. Est-ce que ça te convient? Oui. Mais... Alors, on va faire ça parce que... Programme adulte, centre de réadaptation. Oui, fait qu'on va pouvoir faire un suivi avec toi, là, René, là, au cours de la semaine ou de la semaine prochaine plutôt. D'accord? Parfait. OK, on a Tammy qui a une question. Tammy, attendez que je la retrouve. Tammy qui dit « Je vois un posturologue kinésiologue. Est-ce que c'est bien ou pas? » J'ai plus le goût de vous demander est-ce que vous, ça vous fait du bien, puis est-ce qu'on vous offre aussi des exercices à pratiquer à la maison? Toutes ces choses-là, le but, c'est que vous puissiez y aller à votre rythme, puis que vous soyez le plus autonome possible. OK. OK? Merci. Oui. Et Nathalie Nadeau. Est-ce que je vois sa question? Elle avait la main levée. Nathalie, est-ce que tu es encore là? OK. Il y a quelqu'un qui a enregistré la présentation. Ce soir? Oui, c'est écrit. Au début, oui. Au début, c'est ça. Au début, on a voulu enregistrer, puis il y a quelque chose qui a coupé. On n'a pas pu enregistrer la rencontre. OK.
Ah, il y a quelqu'un qui a enregistré? Oui. C'est qui a... OK, d'accord. C'est Mélanie B qui a écrit à 19h37. Moi, je l'ai enregistré. OK. D'accord. Est-ce qu'on pourrait la voir pour tous ou il faut le demander aussi? Ben là, c'est Mélanie qui l'a enregistré, c'est pas nous qui l'avons enregistré à l'association. Mais elle ne va pas l'envoyer. OK. Merci. Alors, on peut dire qu'on prend une ou deux dernières questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Carole Paris. Une dernière question pour Carole Paris et ensuite Nathalie Nadeau, puis après ça, on va boucler. J'avais un message que j'ai écrit, il n'y a personne qui m'aurait pas, qui vous l'avez pas lu. Ah, désolée, Madame Poudrette. Oui, est-ce que vous voulez la poser? Désolée. Non, ben la question, c'était savoir le lien. J'ai vu dans les documents qu'il y avait un lien avec l'hypothyroïdie. Je voulais savoir c'était quoi. En fait, tantôt, j'ai mentionné qu'un état de stress prolongé peut amener un débalancement au niveau de d'autres glandes et de d'autres hormones. C'est un effet un peu domino, tout ça. C'est pour ça qu'une bonne prise en charge, on va aussi aller voir vos autres systèmes hormonaux. Là. On va faire un bon Mais je bilan sais sanguin. que l'hypothyroïdie, ça fait longtemps, je le sais. La fibrose, c'est sûr qu'elle remonte avant, mais c'est ça, je me demandais, c'était quoi? Ça amplifie les symptômes? Ça fait quoi? Oui, c'est certain que l'hypothyroïdie va exaspérer, amplifier beaucoup de symptômes. Puis même, ça pourrait passer pour une dépression, à la limite. Ben, c'est ça, mal là, évalué. je suis considérée comme en dépression actuellement. C'est ça, oui. OK. C'est peut-être pas une dépression, c'est les liens qui feraient ça à ce moment-là. C'est ça? Ben, ça, c'est délicat. Puis, vous savez, moi, je ne suis pas endocrinologue, mais le problème qu'on voit souvent, c'est que quand vous faites une prise de sang, vos résultats sont dans une espèce d'écart qu'on va dire acceptable face à la norme. Mais ça, ce sont des moyennes statistiques. Ouais. Puis moi, ça m'est arrivé souvent dans ma pratique de recevoir des gens qui sont référés pour dépression majeure ou dépression persistante. Là. Puis, eux autres, même s'ils sont à 4,3 sur la thyroïde, ben, ça rentre dans l'écart, à partir de 4,3, c'est dans le norme. Pour eux, c'est trop bas. OK. Fait que c'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, où OK, on va. Parce qu'on n'applique pas des statistiques, des moyennes à des individus. Il faut essayer de personnaliser. Je connais ce problème-là, effectivement. Okay. Ça veut dire que c'est un lien à ce moment-là que je devrais parler avec mon médecin. Oui. OK, merci. Alors, on a 3 questions. Est-ce que je peux faire la question que j'avais déjà écrite? OK, un instant. Il nous reste 4 questions. Il reste Carole, Nathalie, René et Maryse. Et ensuite, on va vraiment boucler. S'il y en a d'autres qui ont des questions, je vous invite à nous écrire à l'association, puis on pourra transmettre les questions à M. Boucher. Mais il va falloir boucler parce que ça fait plus d'1h15 qu'on est ensemble. Alors, on va boucler avec ces 4 dernières questions-là. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'être concis et que ce soit des questions précises pour qu'il y ait des réponses précises. OK? Alors, vas-y, Carole, s'il te plaît. Bonjour, j'aurais aimé savoir en passant, merci de vous être déplacé puis nous donner de l'information. Puis que pensez-vous de la réalité virtuelle? Quand on a beaucoup... Oui? Allez-y, excusez-moi. Bien, ce que je sais que là, on peut faire, il y a certains exercices qu'on fait pas des compressions, mais c'est le muscle qui va travailler pareil. Mais on ne bouge pas, mais qui peut nous amener à bouger. Des exercices statiques, je pense qu'on m'avait dit. En fait, vous vous trouvez à stimuler la bande sensorielle motrice de votre cerveau. OK. Donc, si vous mettez vos pouces au niveau de vos tempes, vous faites ça, là, c'est vraiment cette partie-là qui contrôle vos muscles, cette bande-là qui contrôle vos muscles. Et la réalité virtuelle vient beaucoup, beaucoup stimuler cette région-là. OK. Mais ça ne vient pas nécessairement stimuler votre corps.
ça va stimuler les circuits neurologiques. OK. Oui. Ben, c'est ça, j'ai beaucoup de problèmes, le côté physique et avec le problème de moelle épinière aussi. Alors, je me demandais si des fois, ça pourrait aider là, à recommencer à reprendre un peu de force musculaire de cette manière-là. C'est que je ne suis pas convaincu que vous allez avoir une guidance qui est très personnalisée dans ce domaine-là, tandis Oui. que si vous allez vers un kinésiologue, ce sont des gens qui ont un baccalauréat là, Oui. dans OK. l'entraînement sportif. Ça pourrait être aidant. En tout cas, je vous Parfait. suggère. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, Carole. Alors, Nathalie, si tu veux. Merci. Au début, vous parliez, il y a des exercices qu'on peut faire pour la mémoire. Tu sais, quand vous disiez, là, on se demande si on n'a pas de l'Alzheimer, puis notre mémoire, où qu'on peut trouver ces exercices-là? Oh, ça pourrait être une autre conférence aussi. Oui. OK. En fait, c'est que rapidement, souvent, c'est des problèmes attentionnels. Quand les gens arrivent et ils ont des plaintes de mémoire, là, des plaintes mnésiques, on se rend compte que c'est l'attention qu'il faut travailler. OK. Dans la grande majorité des cas, OK? Alors, si vous voulez travailler votre mémoire, il y a plein d'activités, plein de jeux. Sauf qu'on sait que plus qu'une activité de réadaptation, elle est naturelle et appliquée à votre vie quotidienne, plus qu'elle va être profitable pour votre cerveau. Fait que vous êtes mieux de travailler si vous aimez chanter, apprenez des chansons. OK. OK? Si vous aimez cuisiner, mémorisez des recettes. Ou si vous allez faire vos commissions, regardez votre liste, puis on va essayer d'y aller par cœur. Essayez d'utiliser votre vie quotidienne pour travailler soit l'attention, soit la mémoire, selon ce qui est à travailler. C'est ce qui s'avère le plus profitable comme forme de stimulation. OK. Parce qu'on va chercher, on va interpeller des circuits qui sont déjà en place plutôt que d'aller vers des nouvelles procédures pour stimuler le cerveau. OK. Bien, merci. Ça répond à mes questions. Ça coûte moins cher. Alors, René, maintenant, tu peux poser ta question, René. Est-ce que tu m'entends, René? Alors, on va passer à Maryse, si tu veux poser ta question, Maryse. On va prendre ta gorgée d'eau, puis... Oui. Bon, là, je suis pas capable d'avoir... Ah, elle est allumée. OK. Merci, Sylvain. J'aurais comme, en fait, deux questions. J'aimerais avoir les titres des deux livres que tu as donnés. Puis, à la clinique, mais qu'on se voit, est-ce que tu pourrais ou laisser un document par rapport au deuxième cerveau, là, pour le microbiote? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait avoir un lien avec ça? Oh, il y a beaucoup de livres là-dessus. Laisse-moi y penser, Maryse, qu'est-ce qui pourrait être laissé là-dessus. Mais ta question est intéressante parce qu'elle vient toucher aussi celle de Daniel qui parle du côlon irritable. Tu sais? Ouais. Et bon. C'est ça que j'ai aussi. Ah, OK. J'ai de la misère. C'est ça. Alors, puis encore là, tu sais, je ne suis pas gastro-entérologue, je ne suis pas infectiologue, mais il faut s'assurer de la cause. Est-ce que c'est un côlon irritable? Est-ce que c'est un C difficile qui n'est pas contrôlé? Est-ce que c'est quoi qui le cause? Qu'est-ce qui amène le débalancement? Donc, encore une fois, c'est une bonne investigation qu'il faut commencer parce qu'on peut partir sur une mauvaise direction, là. Donc, le côlon irritable, je ne peux pas me prononcer, mais c'est une solution. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va avoir un impact sur votre système nerveux après. Si ce n'est pas bien pris en charge. Oui, mais c'est ça. OK. Puis les deux livres que tu as mentionnés tantôt? Ça, OK, attends un peu. Je vais te partager mon écran. Je vais retourner les montrer. Ah, voilà. Et je vais tricher, je vais prendre une photo. Merci.
Merci beaucoup, ça fut très enrichissant. Bon, ça me Alors, fait plaisir. Merci énormément, Sylvain. On peut y aller avec un mot de la fin. J'aurais aimé poser une OK, René, question. tu étais parti tantôt, là. Fait que, OK, alors je te laisse toi, puis après ça, on boucle. Oui, je voulais juste dire, est-ce que la fibro peut entraîner des troubles de vision très fréquents? Oh, bonne question. J'ai pas été lire là-dessus, je m'avancerai pas. Je vous dirais que ça ferait du sens. Ça ferait beaucoup de sens que ça puisse affecter la vision. Il y a énormément de muscles impliqués dans la vision aussi. Puis pour l'ajustement, tout ça. Fait que je présume que oui, ça ferait du sens, mais je peux pas. C'est une très bonne question. Désolé, René. D'accord. Je touche à tout dans la neuropsy, mais je ne suis pas spécialiste dans tout. Des fois, il y a des questions complexes qui fait que ça peut être différents types de problèmes de santé aussi, hein? Fait que c'est difficile de répondre comme ça, là. Merci beaucoup.